L'émission Entretien de Vox, c'est maintenant, mesdames et messieurs, l'invité de ce jour, c'est Joachim Banza, haut conseiller du Conseil supérieur de la liberté de communication. Thème phare de ce numéro, impact de la campagne dénommée Être citoyen en ligne. Alors, monsieur Joachim Banza, bienvenue. Merci bien, mon cher Franck. Le Conseil supérieur de la liberté de communication, sous l'impulsion du président Philippe Mvo, a initié une campagne dénommée Être citoyen en ligne. Et vous, en qualité de haut conseiller, c'est vous qui avez piloté cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement les objectifs de cette initiative? Merci bien, mon cher Franck. Bon, dire piloter, peut-être pas. J'ai joué juste le rôle que le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a bien voulu m'assigner, celui de coordonner un peu le travail entre nous au niveau du Conseil. Vous savez que le Conseil, c'est une instance collégiale. Donc, quand on est dans des tâches, il faut bien une coordination. Cette coordination est traditionnellement faite par le secrétariat général. Je rappelle bien que vous étiez le coordonnateur exécutif de cette campagne. Voilà, et donc j'ai joué ce rôle-là. Alors, la campagne Être citoyen en ligne a été lancée, évidemment, comme on l'a dit dans différents textes qui ont été publiés à ce propos. C'est pour sensibiliser l'opinion sur un usage responsable des réseaux sociaux. Parce que, comme nous le constatons, nous tous, il y a tellement de dérapages, des dérapages même à caractère moral, qui aujourd'hui caractérisent les réseaux sociaux, que ces instruments de communication qui sont un progrès technologique tout à fait important pour la société sont en train de devenir des instruments aux mains des gens malveillants qui malheureusement font la promotion des vices, pour ne pas parler des antivaleurs, et ça agace beaucoup la société. Donc à la suite aussi de l'interpellation du président de la République, comme vous le savez, lors de son message sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, avait interpellé les institutions nationales, ses compatriotes, à ce que nous puissions nous organiser pour combattre la désinformation, les dérives qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Alors, cette campagne, c'était en mai dernier, la période, justement, c'est du 20 au 24. Alors, en faisant cette campagne, vous avez voulu s'attaquer à quoi? Précisément, c'est vrai que la désinformation, mais est-ce que c'est pour le changement des comportements? Ah oui, c'est pour le changement des comportements, évidemment. La réalisation, la tenue de la campagne en elle-même a connu plusieurs séquences. Il y a eu une première séquence que peut-être vous, journalistes à Brazzaville, vous n'avez pas très bien suivi. C'était le lancement de la phase préparatoire de la campagne à Pointe-Noire. Et ça, c'était en mars. Donc, le président du Conseil, M. Philippe Mvo, avec une délégation de son institution, était à Pointe-Noire pour lancer la phase préparatoire. Le 17 mai, il y a eu le lancement officiel de la campagne à travers une grande cérémonie qui s'était tenue dans la salle Canal Olympia à Poto-Poto, en présence de personnalités importantes des institutions nationales, des organisations partenaires. Et la troisième phase a été le déroulement de la campagne avec le déploiement des délégations à travers le pays dans les chefs-lieux de départements. Alors, disons que vous vous êtes déployé dans les 12 départements du pays pour sensibiliser les internautes, voire le public, à faire bon usage des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous avez pu identifier comme fait, comme comportement déviant publié en ligne? Alors, on vise le changement de comportement. On appelle les citoyens à changer de comportement par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Quand nous disons être citoyen en ligne, c'est-à-dire que nous sommes des citoyens. Et si nous sommes des citoyens, nous avons un comportement. Nous avons un comportement qui fait que nous puissions être des citoyens, des bons citoyens.
Voilà. Hein, c'est comme un peu le chrétien ou le musulman ou le juif. Vous savez, quand vous professez votre foi, on dit de vous, vous êtes chrétien, vous êtes musulman. Ça signifie que vous ne pouvez pas, dans votre comportement, afficher, faire des choses qui vous sont interdites par, donc, il faut par développer votre certaines valeurs, religion. Voilà. valeurs morales. Voilà. Donc, pour le citoyen, c'est la même chose aussi. Le citoyen est bon citoyen et citoyen parce que il respecte les lois de son pays, il se comporte de manière responsable, justement, et c'est comme ça là qu'on l'apprécie. Et donc, le Conseil a simplement dit, mais comme nous sommes des bons citoyens, nous sommes présumés être des bons citoyens, continuons à l'être même en ligne. Parce que vous avez votre téléphone, vous êtes entre quatre murs, dans votre bureau, dans votre chambre ou tout autre lieu intime, et vous pouvez faire des choses qui vont avoir un retentissement national, pour ne pas dire planétaire. Je reviens sur la question, oui. Ce que vous avez pu identifier lorsque vous vous êtes déployé dans les départements. Certainement, il y a eu des messages clés pour que vous emmenez les gens à être des bons citoyens en ligne. Et quels ont été les messages clés? Et qu'est-ce que vous avez pu identifier en tant que, comme comportement déviant publié en ligne? L'identification des comportements, le constat a été fait en amont. Le constat a été fait en amont. Bon, qu'est-ce qu'on a identifié? Il y a l'injure, il y a la diffamation, il y a le mensonge, il y a la désinformation. Bref, il y a même de l'escroquerie. Des gens qui s'organisent, des jeunes en réseau pour escroquer, extorquer de l'argent. Ils se passent pour des autorités, pour d'autres citoyens, et ils posent ces actes-là qui font tant de mal à la société. Donc, c'est tous ces vices, c'est toutes ces antivaleurs qu'on a identifiées, que nous voyons tous, que nous vivons tous. Aussi, oui. Vous n'avez qu'à ouvrir Facebook et vous allez voir des jeunes filles qui parfois exposent leur intimité, ne sachant pas que plus tard, ça va les rattraper pour ces jeunes. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça. On se dit, il y a quand même à rappeler à l'ordre. Hein, les réseaux sociaux sont des moyens de communication tout à fait admis. Ce sont des moyens de communication d'ailleurs formidables parce qu'ils permettent l'instantanéité. Quelque chose se passe ici, ben vous faites la photo avec une petite légende, tout de suite c'est publié. Vous faites la vidéo, tout de suite c'est publié. Donc on a l'instantanéité avec les réseaux sociaux. Et quelle était votre cible? C'est vrai que ça concerne tout le monde, mais est-ce qu'il y avait une cible particulière? principalement les jeunes et puis les femmes, mais le public de manière générale. Bien évidemment, vous avez rencontré des difficultés lors de vos descentes par rapport à cette campagne Être citoyen en ligne. Est-ce qu'on peut savoir les obstacles auxquels la campagne a-t-elle été confrontée? Bon, mais le premier obstacle, on va dire, il est peut-être interne. C'est-à-dire que la campagne a été faite avec les moyens rudimentaires de l'institution. Et donc, c'était pas vraiment suffisant pour pouvoir porter le message et animer une telle campagne. Donc, c'était déjà en soi un obstacle, la limitation des moyens, du budget, des moyens mobilisés. Les autres obstacles, on va dire, bon, c'était un peu, on avait ciblé les activistes des réseaux sociaux, les influenceurs. Bon, pour la simple raison qu'ils ne sont pas organisés, on n'a pas tellement pu les rencontrer comme tels. Mais et justement, combien ça vous a coûté? Est-ce que c'est un secret? Écoutez, ce que vous avez pu déployer comme moyen c'est une question. Je vais simplement vous demander à réserver cette question au président de l'institution. Quand vous l'aurez, oui. Je crois qu'il pourra vous édifier et tout. Mais à mon niveau, comprenez que donc les moyens financiers étaient insuffisants. Oui, quand même. La campagne était faite officiellement sur 4 jours, même si parfois les activités ont débordé, mais c'était juste sur 4 jours. Mais sur 4 jours, c'est pas tellement suffisant pour pouvoir déployer évidemment toutes les activités prévues. Et rien que le temps
d'arranger les rendez-vous, les rencontres. Voyez-vous, parfois 1-2 jours passent et donc sur 4 jours, c'était pas facile de pouvoir le faire. Mais à la dernière rencontre du président du Conseil, quand il a fait la restitution évidemment du déroulement de la campagne. C'est récemment, il y a quelques jours seulement. Oui, voilà, il a promis, il a d'ailleurs dit, c'est une campagne qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas, donc voilà, ça doit être pérennisé, on doit continuer à sensibiliser. Voilà, il y a eu des propositions pour pouvoir enrichir l'activité. Est-ce qu'on peut les loger dans les réussites de cette campagne? Oui, ça, il faut loger ça vraiment dans les réussites. Il y a une grande attente que nous n'avons pas pu combler. Donc, on va dire, les délégations ont quitté les localités en laissant le public un peu sur sa soif. Les gens voulaient aller un peu plus loin, un peu plus profondément. Malheureusement, le séjour des délégations était très limité, donc il leur fallait vite repartir. Donc, ça c'est toujours une difficulté inhérente évidemment à la question des budgets, mais pour nous c'est un point positif qui veut dire que les citoyens congolais sont tout à fait gagnés à l'idée qu'il y a nécessité de mettre de l'ordre dans les réseaux sociaux pour ne pas vivre ce qu'on est en train de voir et qui tire notre société vers le bas, comme l'avait si bien dit un ancien ministre de ce pays. Du point de vue statistique, comment évaluez-vous cette campagne? Nous, on l'évalue tout simplement encore un peu en termes de projet. C'est-à-dire que on n'a pas encore vraiment réalisé l'objectif tel que prévu, hein, celui d'emmener les citoyens congolais à changer de comportement. Parce qu'au moment où nous parlons, malheureusement, on continue de relever des dérives dans les réseaux sociaux, comme si on n'avait pas tenu cette campagne. Il y a encore beaucoup d'actions, d'activités à mener pour que tous les citoyens congolais puissent être touchés, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur du pays, parce que nous savons aussi que les dérives ou la désinformation ou la malveillance nous vient aussi pour une grande part par les compatriotes qui sont à l'extérieur du pays. Ça, c'est le constat que vous avez fait lors de cette campagne. Vous le faites, nous le faisons, c'est un constat. C'est-à-dire que il y a des compatriotes qui pensent que puisqu'ils sont à l'extérieur du pays, tout leur est permis. Ils peuvent s'en prendre à des gens comme ça là, sans craindre de pouvoir rendre compte. Voyez-vous? Or, nous nous disons non. Nous nous disons non. Vous savez, les États du monde sont organisés. Donc, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, si vous êtes présumé auteur de diffamation, de publication de fausses informations ayant, par exemple, atteint l'honneur, la réputation de quelqu'un, vous pouvez toujours être, si on vous identifie, vous pouvez toujours être poursuivi, même à l'extérieur du pays. Disons, au terme de cette campagne, est-ce que vous avez eu l'impression que ça va être très difficile de pouvoir relever les défis, d'éduquer les citoyens à être vraiment oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile. C'est difficile parce que ça requiert quand même des moyens importants. C'est un problème aussi d'éducation. D'ailleurs, l'une des recommandations qui est venue à travers nos délégations est telle qu'il faut inscrire dans les programmes éducatifs nationaux l'éducation aux médias. Comme ça, là, on peut apprendre aux élèves comment utiliser les réseaux sociaux, les médias sociaux, et ainsi de suite. Donc, c'est un problème aussi d'éducation, c'est un problème de sécurité. Vous savez vous-même qu'on a maintenant une loi, évidemment, contre la cybercriminalité. Bon, on appelle ça cybercriminalité. Et la cybersécurité. Et la cybersécurité, exactement. Merci beaucoup. Mais pour ce qui est de la cybercriminalité, j'aime appeler ça la cyberdélinquance. Parce qu'on relève surtout des délits là-dedans, notamment des délits de diffamation, de désinformation, de publication de fausses informations.
de manipulation oui, aussi. Mais de manière globale, quel enseignement peut-on tirer justement de cette première expérience pour des futures campagnes? C'est un sujet sur lequel il faut continuer à travailler, sur lequel il faut travailler. Ça ne regarde pas que, comme je l'ai dit, ça ne regarde pas que le Conseil supérieur de la liberté de communication. De toute façon, nous avons la chance que l'interpellation soit partie du président de la République lui-même. Donc, nous tous, toutes les institutions sont concernées. L'enjeu, ce n'est pas d'empêcher les citoyens à utiliser les réseaux sociaux. C'est de les amener à être responsables, de telle sorte que les mœurs, les questions de mœurs soient quand même respectées, que les réseaux sociaux ne soient pas l'occasion de porter atteinte aux mœurs publiques, les questions d'éducation, comme je l'ai dit, les questions, donc la protection de l'enfance, par exemple, la protection de l'enfance, mais aussi la protection de la jeunesse et tout. Donc ça, vous voyez les institutions que ça peut impliquer. Il y a la sécurité, vous l'avez dit, il y a la sécurité, parce que si vous vous amusez à publier de fausses informations, le jour où vous allez publier la bonne, on ne fera même pas attention. Donc, c'est un moyen, ce sont des moyens de communication. Il ne faut pas s'amuser à y publier des fausses informations, des choses que vous n'avez pas vérifiées. Alors, mais quelles sont les actions concrètes qui sont à proposer aux citoyens pour mieux exercer leur citoyenneté en ligne? C'est justement d'introduire l'éducation aux médias, ça s'appelle. Oui. C'est déjà des programmes dans d'autres pays. L'éducation aux médias. Mais non, que ce soit des programmes tels qu'ils apprennent les mathématiques, l'histoire, la géographie. On met aussi l'éducation aux médias. C'est très important parce que on est aujourd'hui dans une société médiatique. Donc, on n'échappe pas à l'emprise des médias. Donc, il faut que les citoyens en soient formés. Depuis déjà leur formation de base au primaire, au collège, ils apprennent déjà ce que sont les médias. Les Donc, médias un complément de formation. Vous savez, c'est un pouvoir. Dans ce sens que vous pouvez influencer. Vous pouvez influencer une situation dans la société. Ne pensez pas simplement au pouvoir politique, non. C'est un pouvoir social, les médias. Et donc, ce serait quand même aujourd'hui, avec l'emprise, évidemment, des réseaux et médias sociaux, de pouvoir quand même permettre aux jeunes d'apprendre ce que sont ces instruments-là, pour qu'ils puissent bien les utiliser. Voilà. Et qu'ils sachent aussi à quoi s'en tenir. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous voyez vous-même, c'est parfois en famille que les enfants, les neveux, les gens filment, les frères, on se filme entre nous. Et puis, 2 matins après, les vidéos, les audios, les textes se retrouvent dans les réseaux sociaux sur la place publique. Voyez-vous, alors, quand il s'agit des autorités, des personnalités, il ne faut pas seulement aussi voir les autorités politiques, mais tout citoyen, ça peut être un artiste, ça peut être un sportif qui voit sa vie comme ça, là, jeter en pâture. Donc, vous voyez, donc c'est ça, le danger de ces instruments-là, qui fait que parfois, vous pouvez briser la carrière de quelqu'un parce que vous êtes permis de mettre sur la place publique ce qui relève de sa vie privée. Bien, nous allons à présent aller un peu au-delà, sinon sortir de cette campagne Être citoyen en ligne pour parler d'un fait d'actualité lié au blâme infligé à Télé-KTV, qui était un média en ligne reproché d'avoir diffusé un éditorial sous forme de reportage non conforme à la déontologie. Alors, en clair, quelle a été la faute que le Conseil supérieur de la liberté de communication, qui est le régulateur, le gendarme des médias, a pointé du doigt? Qu'est-ce que le régulateur a reproché clairement à ce média et qu'est-ce que ce média aurait dû faire? Si vous voulez, ce que le régulateur a pointé, c'était d'abord un peu les propos tenus dans ce que le média lui-même a appelé comme éditorial, donc des propos qui allaient vraiment dans le sens de la diffamation. Vous savez, justement, en matière de communication, il y a ce qu'on appelle les genres journalistiques.
Donc c'est très important. Il y a deux grandes familles de genres journalistiques. Il y a les genres journalistiques d'information et les genres journalistiques de commentaires. Et vous savez que là-dedans, on dit le fait, donc, qui relève de l'information, est sacré et le commentaire est libre. Donc, dans le contenu de l'éditorial, de ce que Tcheleka Média a appelé lui-même son éditorial, ben, le régulateur a pointé des propos qui frisaient quand même la diffamation. Il y avait une confusion du genre, c'est-à-dire qu'ils ont fait un éditorial en l'illustrant des images d'actualité, de telle sorte que l'éditorial paraissait comme un reportage, sans indiquer quelque part que c'est l'éditorial de la rédaction. Généralement, vous qui êtes de l'audiovisuel, vous dites, voilà, c'est notre éditorial présenté par un tel et tout. Or là, le téléspectateur, l'internaute, puisque c'est un média en ligne, n'était pas averti qu'il s'agit d'un éditorial. Donc, quand vous regardez, vous avez l'impression que c'était le reportage de la séance de questions orales avec débat au gouvernement qui avait eu lieu au Sénat. Donc, il y avait aussi cette confusion des genres qu'on a relevée et on a considéré cela comme une manipulation. Le régulateur a dû aussi prendre en compte ce qu'on appelle dans le métier la bonne foi. C'est-à-dire que le média a fait son travail, ce n'était pas dans l'intention de faire mal. Ben, le régulateur a retenu d'infliger un blâme. Oui. Donc, c'est un avertissement, comme pour dire que ne faites plus comme ça prochainement. Autrement, la loi va vous être appliquée. Donc, alors, bien avant le blâme du Conseil supérieur de la liberté de communication, oui. Il y a un confrère, donc le directeur de l'information de ce média, donc Tcheleka TV, avait été interpellé à la gendarmerie. Est-ce que lorsque vous avez appris cette information, ça vous a choqué? Bon, non, pas choqué, on est responsable. On s'est dit, ah ben tiens, il faut que nous puissions éclairer, aider les institutions à pouvoir aller dans le sens de ce que le pays a prévu dans ce genre de situation. Donc, les délits de presse, vous savez, il y a une législation il y a une législation particulière qui gère les délits de presse. Donc, la charte des professionnels des médias. Mais la loi numéro 8. Exactement. Oui. Voilà, la loi numéro 8 tirée de 2001, oui. Sur la liberté de l'information et de la communication. La loi qu'on peut aussi appeler la loi Ibovi, en référence au ministre François Ibovi qui avait travaillé sur ce projet de loi. Voilà. Et donc, dans cette loi, comme vous le savez, les délits de presse ne donnent plus lieu à des peines d'emprisonnement. Donc, nous, bon, on porte toujours ça un peu, particulièrement à nos amis de la force publique, tout, qui nous reprochent aussi de ne pas pouvoir vulgariser cette loi. Donc, on le porte toujours pour dire les délits de presse ne donne plus lieu à des peines d'emprisonnement des journalistes. Et ça, c'est une révolution démocratique que nous devons à son Excellence, Monsieur le Président. Voulu par le Président de la République. Voilà. Le Président du Conseil a instruit la commission, donc la commission que je dirige, de pouvoir accompagner le journaliste pour expliquer, voilà, cela à nos amis de la force publique. Donc, ce qui a été fait, et nous avons été heureux du dénouement. D'ailleurs, la force publique n'avait agi que pour faire son devoir qui est d'être auxiliaire de justice dans la recherche des personnes présumées auteurs de délits ou de crimes portés en justice. Donc, la plainte qui était déposée et qui avait donc abouti à cette initiative de convoquer le journaliste, donc la plainte était retirée. Il y a des journalistes qui ont leur, entre guillemets, médias en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez du mal du mal à contrôler ces médias en ligne? Du mal dans le sens propre du terme, pour la simple raison que
dans les pays du monde, les institutions de régulation des médias sont dotées d'un service technique qui leur permettent de pouvoir justement avoir la maîtrise de ces choses-là, de suivre les productions médiatiques. Or, il s'avère que le Conseil supérieur de la liberté de communication n'est pas doté de ce service. Ça s'appelle le monitoring. Et je sais que quand nous sommes arrivés au Conseil, Monsieur Philippe Mvo, le président du Conseil, a mené un peu cette bataille, cette sensibilisation auprès des pouvoirs publics, particulièrement du gouvernement, de pouvoir doter le Conseil d'un service de monitoring, parce que c'est un service technique, hein, c'est comme un studio où il y a des appareils qui permettent de suivre les médias. Donc vous avez un problème logistique Donc, il y a pour faire problème, le voilà, monitoring. il y a cet équipement qui manque pour faire le monitoring. Donc, du coup, on ne peut pas systématiquement suivre toute la production audiovisuelle et en ligne. On suit les situations qui nous arrivent, parce que vous savez qu'il y a deux modes de saisie du Conseil. Il y a la plainte, donc les citoyens, tout citoyen peut saisir le Conseil s'il constate qu'il a été l'objet d'une publication, enfin d'un travail journalistique qui porte atteinte à sa personnalité, à son honorabilité, à sa dignité, ce qu'on appelle diffamation, dont nous avons parlé. Bon. Donc, il y a la plainte. Et puis, il y a l'autosaisine. L'autosaisine par le président du Conseil lui-même à travers les dénonciations venant de ses collaborateurs, des hauts conseillers et du public. Et à ce moment-là, le président du Conseil saisit d'office la commission administrative pour pouvoir statuer sur un fait. Alors, ça n'arrive pas souvent parce que aussi que, vous voyez vous-même en ligne, beaucoup d'auteurs de pages ne sont pas connus. Dès que vous appelez au numéro, ça ne passe pas, ou bien que bon, ils sont pas dans le pays. Mais si vous voulez, il y a des gens qui sont que dans les médias sociaux individuellement. Donc, il a sa page Facebook, il a son compte YouTube et ainsi de suite. Et donc, il publie leurs trucs. Ceux-là ne se font pas enregistrer. Voyez-vous. Mais je voulais dire, ce qu'il faut retenir surtout, c'est ceci. Tant que vous êtes simple citoyen, vous publiez sur Internet. Si un jour vous êtes poursuivi pour diffamation, on va vous présenter devant la justice. C'est la justice qui va s'occuper de vous et la diffamation en matière de droit commun conduit à l'emprisonnement. Donc vous risquez de subir une peine d'emprisonnement. Par contre, si vous êtes journaliste, et que votre qualité de journaliste est prouvée par la détention d'une carte de presse, vous allez être traité, jugé à travers la législation de presse qui a aboli les peines d'emprisonnement de journalistes pour les délits de presse. Justement, donc, c'est ça la différence. Vous avez parlé de la carte professionnelle de la presse. Oui. On en a parlé depuis quand même quelques années. Oui. Le Conseil délivre déjà les cartes. C'est à vous, journalistes, de pouvoir... Il faut dire à vos responsables. Il faut vous protéger. Il faut dire à vos responsables, aux responsables des médias, vous dites que, tiens, nous exerçons, nous n'avons pas nos cartes de presse. Et donc, ils doivent envoyer les listes, les dossiers au Conseil, au secrétariat général du Conseil supérieur de la liberté de communication pour l'obtention de cartes de presse de leurs journalistes. C'est important. C'est important pour protéger les journalistes. C'est important dans l'exercice du métier, évidemment, dans l'exercice du métier, et aussi pour votre propre carrière. Comment vous allez prouver que vous avez été journaliste dans votre pays? Alors, nous tendons pratiquement à la fin de cette émission, mais quelle est votre lecture, de manière générale, des médias, en termes de traitement de l'information, en termes de contenu des programmes, en termes de la situation socio-économique des médias? Est-ce qu'on progresse ou on régresse? Bon, il faut dire ceci, c'est un avis, il a vraiment un avis personnel. En termes de niveau, on est quand même, il y a comme une tendance un peu au regret. Il y a baisse de niveau. On a connu quand même dans les années 60, 70, 80, 90,
vraiment un niveau de la presse congolaise avec des journalistes talentueux, d'un grand niveau professionnel, qui ont marqué l'histoire de la presse dans ce pays. Qu'aujourd'hui, on a quand même du mal un peu à se retrouver parmi les jeunes et tout. Donc, il y a comme une sorte de désamour par rapport à la profession, sa rigueur, et une tendance beaucoup plus à la facilité et peut-être aussi au gain. Le public est exigeant, le public congolais est exigeant et même très, très exigeant. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, le public des médias congolais est dans la déception. Parce que la production médiatique n'arrive pas à satisfaire leurs attentes. C'est la déception. La production des médias se concentre à la vie officielle. C'est bien, moi je suis autorité publique, c'est bien de rendre compte de nos activités et tout. Mais le public aimerait comprendre aussi parfois simplement des phénomènes de société. Et le pouvoir des médias dont on parle, ce n'est pas un pouvoir politique, c'est un pouvoir social qui fait que les médias peuvent parfois régler des situations, voyez-vous, à travers leur production. Voyez-vous. Mais c'est ce qu'on ne remarque pas ici. Parce que l'activité de presse au Congo n'est pas économiquement viable. Ceci dit, ce n'est pas une situation inespérée. C'est un problème d'organisation, peut-être aussi un problème de politique, de développement des médias, pour les amener à atteindre un niveau qui va leur permettre d'être économiquement viables. Parce que l'activité de communication, l'activité de presse, en principe, elle est rentable. Elle est rentable. Aujourd'hui, surtout, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la communication. C'est la communication. Mais la presse classique est justement marginalisée. Est-ce que par rapport... Attendez, je termine l'idée. La presse classique est marginalisée alors que son contenu enrichit beaucoup les plateformes en ligne. Est-ce que si on arrivait à disponibiliser de manière concrète, sinon de manière sérieuse, la redevance audiovisuelle, ça pourrait être une solution pour permettre que les médias aient des contenus la redevance audiovisuelle est une solution. Bon, c'est une solution, aujourd'hui, on va dire, toute faite, mais vous savez, c'est quand même moteur. C'est quand même moteur. Vous voyez le mécanicien, hein, il répare le moteur, il a changé les pièces, il est sûr de lui. Il répare le moteur, il a assemblé bien tout, il se dit, bon, demain matin, on procède à l'allumage. OK? Et demain matin, il allume, le moteur ne s'allume pas. Si le moteur ne s'allume pas, c'est que son travail n'a pas été bien fait. Donc, il va devoir reprendre le moteur ou en tout cas aller chercher à vérifier qu'est-ce qui ne va pas pour que le moteur ne s'allume pas. Voyez-vous? Donc, la rave, c'est un peu ça. Tout est en place. Tout est en place. Mais ça n'arrive pas au destinataire final que sont les médias. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on regarde. Il faut que les institutions se retrouvent et regardent. Je crois que c'est cela. Ça aurait pu être vraiment... C'est un moyen de financement de la presse qui ne coûte même pas à l'État. Parce que c'est le consommateur de l'électricité qui paye. C'est lui qui paye, c'est son argent, c'est les consommateurs. Donc l'État ne fait que prendre et rétrocéder. Mais dans le parcours là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut regarder. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? C'est ça. Maintenant, il y a peut-être d'autres produits aussi qu'on peut mettre en place qui concerne peut-être l'Internet.
Parce que c'est aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le domaine quand même, on va dire, qui est économiquement juteux et donc dont on peut faire bénéficier la presse. Bon, il y a des journalistes qui sont en train de réfléchir, qui ont fait des propositions au niveau du conseil. On va regarder cela et puis nous aussi, à notre tour, remonter, faire des propositions auprès du gouvernement. C'est quand même la presse qui produit les contenus fiables qui sont diffusés à travers les plateformes d'Internet. Ok. Merci à vous, Monsieur Joachim Mbanza, de votre disponibilité. Vous avez compris, mesdames et messieurs, que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avons reçu Joachim Mbanza, haut conseiller du Conseil supérieur de la liberté de communication. Avec lui, nous avons parlé justement de l'impact de la campagne dénommée « Être citoyen en ligne ». C'est la fin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et prochainement.